Kairé à toutes et tous. Ça fait un petit moment, jeunes massaliotes, que je ne vous avais pas parlé des guerres médiques. Et il est temps d'y remédier. Et aujourd'hui, nous allons parler de la bataille de Platée. La dernière fois, je vous avais laissé avec la défaite des Perses à la bataille de Salamine. Cette défaite perse, les Grecs mirent du temps à la percevoir. En effet, pendant la nuit, ils avaient poursuivi leur adversaire, puis s'étaient repliés dans l'isthme de Salamine et ils avaient commencé à radouber leurs navires et à se préparer au combat du lendemain matin. Mais le lendemain, la flotte perse était déjà partie. En effet, les Grecs avaient subi uniquement la perte de 40 navires, là où les Perses en avaient perdu plus de 200. De plus, là où les Grecs avaient pu récupérer leurs marins, récupérer les navires adverses, les Perses, qui avaient perdu le champ de bataille, avaient dû abandonner là leurs équipages, leurs matelots, qui avaient été massacrés par leurs adversaires et par les flots du détroit. Ainsi, le moral de cette flotte était au plus bas. Xerxès le perçut immédiatement. Ne pouvant rattaquer l'adversaire, il dut feinter et il commença à nouveau les travaux de la digue comme s'il souhaitait réavancer sur le détroit pour avancer proche de Salamine. Mais cela en réalité était fait pour une seule chose, masquer l'immense défaite qu'il venait de subir et préparer le retrait de ses troupes et surtout de sa flotte. Car pour le roi des rois, la situation était intenable. Ses amiraux étaient morts, les meilleurs marins, les Phéniciens, étaient morts en première ligne des combats et son armée, immense, ne pouvait plus bénéficier de l'assurance d'un approvisionnement régulier grâce à sa flotte. Il fallait commencer à envisager une retraite en Asie. Pour le roi des rois, ce n'était pas réellement une défaite. Un de ses généraux lui souligna que finalement les Perses n'avaient pas été vaincus dans les combats et seuls les étrangers à l'empire achéménide, les Phéniciens par exemple, ou les Égyptiens, étaient responsables de cet échec. De plus, lui-même, de victoire en victoire, il avait traversé toute la Grèce en quelques mois seulement, passé le Bosphore, dominé la Macédoine, la Thessalie, la Béotie, rasé l'Attique et la ville d'Athènes. Il avait ainsi puni du sac de la ville de Sardes 10 ans au précédent et finalement, la conquête de la Grèce pourrait être repoussée à plus tard. Lui-même devait rentrer dans son empire pour l'administrer, car en son absence, des troubles pouvaient advenir, et il n'avait pas besoin de mener les combats en personne. Il pouvait tout à fait confier cela à un cousin, du nom de Mardonios, ainsi lui-même rentrer couvert de gloire, et si Mardonios subissait une défaite face aux Grecs dans l'année à venir, eh bien cela ne viendrait pas ternir sa propre gloire. En effet, il savait très bien, depuis la bataille des Thermopyles, que sans possibilité de contournement, il ne pourrait vaincre les Grecs assemblés au niveau de l'isthme de Corinthe. Et plutôt que de se risquer dans une aventure qui mettrait en doute sa renommée, il préférait rentrer couvert de laurier et confier à d'autres le soin de prendre tous les risques. Laissant donc à son cousin Mardonios une force d'élite importante, plus de 60 à 70 000 combattants, très aguerris, il prit le chemin du retour. Il donna l'ordre à sa flotte, en grand secret, de se réfugier au niveau du Bosphore pour assurer son déplacement de l'Europe vers l'Asie. La grande crainte du roi des rois était de se retrouver pendant la mauvaise saison, en hiver, enfermé en Europe, loin de son empire, isolé et contraint de se battre contre des Grecs qui, à présent, avaient le vent en poupe. C'est pourquoi les préparatifs se firent en secret et au matin du 22 septembre, la surprise fut générale dans le camp des Grecs. La flotte des Perses était partie et l'immense armée d'Xerxès avait pris la route du nord. En moins de 35 jours, Xerxès avait déjà rallié l'Asie. Quant aux navires perses, ils avaient pris une telle avance que les Grecs ne purent les rattraper. Thémistocle, avec l'ensemble de la flotte, malgré une poursuite éreintée pour rattraper la flotte perse, fit demi-tour au niveau de l'Eubée. Il en profita pour mettre à rançon les villes des Cyclades qui avaient médisé, ou du moins s'étaient soumises un petit peu trop facilement
à l'ennemi perse. Tout de suite, la question fut de savoir s'il fallait aller jusqu'au Bosphore, détruire le pont de navires de Xerxès et ainsi l'empêcher de rentrer en Asie. Cependant, certains commandants firent valoir que c'était une entreprise hasardeuse. D'abord, la saison des tempêtes était en train d'arriver, ils le savaient bien, et la flotte grecque, couverte de succès, pouvait très bien subir un revers du fait de tempêtes ou d'une autre bataille navale. En plus, ils savaient qu'un ennemi acculé se battrait jusqu'à la mort. Ils ne le savaient que trop bien, puisque ça avait été leur cas durant la bataille de Salamine. Ils ne voulaient pas pousser le roi des rois à une telle extrémité, et il était préférable de le laisser repartir, entre guillemets, l'épée entre les jambes, en Asie, plutôt que de le voir rester en Europe se battre jusqu'à la mort. C'est pourquoi, finalement, tout le monde revint à Salamine et à l'isthme de Corinthe, on rassembla l'alliance panhellénique. Et la décision fut prise, au grand scandale des Athéniens, de cesser là les hostilités, de laisser les hoplites grecs du Péloponnèse revenir dans leurs champs pour préparer les labours et les semailles, tandis qu'on abandonnait les pauvres Athéniens à leur sort. Cela manqua de faire voler en éclats l'alliance. En effet, Athènes, qui s'était battue de manière acharnée durant la bataille de Salamine et à qui on devait l'essentiel de la flotte et donc de ce succès, avait vu son territoire envahi et souhaitait qu'on attaque immédiatement l'armée de Mardonios, restée présente en Béotie, pour les expulser définitivement du territoire et ainsi sécuriser l'Attique. Mais les Grecs, qui étaient en train de fortifier l'isthme de Corinthe, les Corinthiens notamment, et les Spartiates surtout, ne souhaitaient pas s'attaquer à un adversaire qui potentiellement n'était qu'une arrière-garde qui allait bientôt faire retraite. C'est pourquoi, en attendant de voir ce qu'allaient faire les Perses, les Grecs décidèrent de rester dans l'attentisme et les Athéniens réoccupèrent partiellement l'Attique et la ville d'Athènes, abandonnés par leurs ennemis, tout en sachant que la situation était des plus instables. Ainsi, pendant l'hiver, les Athéniens réoccupèrent leurs terres, tandis que Mardonios partait en direction de la Béotie et de la Thessalie, près de ces villes alliées. Les Athéniens, malgré tout, continuèrent la guerre, notamment sur mer. Thémistocle, partisan d'une guerre navale acharnée, continuait ses opérations. Malheureusement pour lui, le temps de la guerre navale était terminé et seule une bataille terrestre pourrait expulser les Perses de Béotie et de Grèce continentale. Et ça, les conservateurs des partis hoplitiques athéniens le savaient très bien. Thémistocle fit d'autres impairs politiques. Notamment, il partit à Sparte pour demander des renforts. Or, les Spartiates, dans une situation d'isolationnisme, pour une fois, poussaient au contraire à une guerre navale qui ne risquait pas d'engager leurs propres forces. Ils furent accueillis par Pausanias, le neveu en personne de Léonidas et nouveau régent de la cité de Sparte, en attendant que le fils de Léonidas devienne majeur. Et auprès de Pausanias, Thémistocle reçut des honneurs qu'aucun autre étranger n'avait jamais reçus avant cela et ne recevra plus jamais après cela. En effet, en plus de participer à de nombreux banquets auprès des Spartiates, Thémistocle, considéré comme un héros, fut raccompagné par la garde personnelle des 300 hypéis royaux jusqu'à la frontière du territoire lacédémonien, honneur qui ne fut plus jamais renouvelé pour un étranger. Et ce ne fut là qu'un de ses premiers impairs. Lorsqu'il revint à Athènes pendant l'hiver de 480 à 479, eh bien, il a continué à avoir une attitude très hautaine, se considérant, à juste titre d'ailleurs, comme le héros de la bataille de Salamine. Il souhaitait diriger entièrement la politique de la cité, la diriger comme à l'accoutumée vers une guerre navale d'usure face aux Perses, ne pas risquer les hoplites dans une bataille ouverte contre les Perses, et en plus de cela, il était très arrogant sur la place publique. Or, comme vous le savez, pour nous les Grecs, l'hubris, l'orgueil dans votre langue, est le pire des péchés. Finalement, sa plus grande erreur fut de ne pas comprendre le tournant de la guerre qui avait entraîné la bataille de Salamine. La bataille finale ne pourrait pas avoir lieu sur mer, elle devrait avoir lieu sur terre pour expulser définitivement les forces d'occupation perses. Or, Thémistocle, de point de vue politique, était le soutien des parties pauvres de la cité, celles qui ramaient sur l'étrière, et donc ne pouvait pas décemment privilégier à présent une guerre terrestre. Or, la plupart des Athéniens, et notamment les riches hoplites, souhaitaient retrouver leurs terres, sécuriser la ville d'Athènes, et cela serait impossible si Thémistocle continuait à favoriser la guerre sur mer, qui mobilisait les infanteries
d'hoplites sur les ponts des navires et surtout ne pousserait pas les alliés à quitter l'isthme de Corinthe pour venir à leur secours. Ce grave impair politique mêlé à son hubris lui fit perdre les élections de 479 face à son adversaire de toujours, Aristide, le chef du parti des hoplites et des conservateurs. À ce dernier, on confia donc les forces militaires terrestres et à un ancien ami de Thémistocle, Xanthippe, père du futur stratège Périclès, on confia la flotte. C'est ainsi que Thémistocle, face à l'ingratitude de ses concitoyens, se retira progressivement de la vie politique. Quant à Hérodote, qui semble-t-il ne devait pas trop l'apprécier car il était proche des partis aristocratiques, il l'évince de son récit de l'enquête. Toutefois, il ne sera pas dit que j'ai parlé ici du grand nom de Thémistocle qui fut le vainqueur réel de la bataille de Salamine. Et tandis que les Grecs s'enlisaient dans d'infinies querelles politiques, internes et communes à toutes les cités, eh bien les Perses renforçaient leur position. D'abord, Mardonios préparait ses alliés à attaquer à nouveau les Perses. Ainsi, il rassemblait les cavaleries thessaliennes et béotiennes pour la nouvelle saison au printemps des combats à venir. Artabas, quant à lui, fut envoyé dans le nord, mater une révolte en Chalcédique. En effet, en Chalcédique, donc dans le nord de la Grèce, une ville, Potidée, ancienne colonie de Corinthe, suite à la victoire de Salamine, avait décidé de se soulever. Si la ville de Potidée ne put être prise, la ville d'Olynte, voisine, elle, fut rasée par les Perses d'Artabas. Les premiers ferments des révoltes grecques du nord commençaient à advenir. Mardonios savait qu'il devait se dépêcher de finir la conquête de la Grèce. Mais pour cela, et faute de flotte, il devait pousser son adversaire à sortir de son trou. L'isthme de Corinthe étant trop fortifié, il fallait attirer ces derniers en Béotie, dans un terrain favorable où il pourrait déployer ses troupes, profiter de son avantage numérique et de sa forte cavalerie. Il décida d'envoyer Alexandre de Macédoine, roi allié et soumis aux Perses, mais qui pourtant avait des affinités avec la cité d'Athènes, puisqu'il leur avait pendant des années vendu du bois pour leur flotte, eh bien il envoya cet émissaire dans la ville d'Athènes. La mission de ce dernier était double. Premièrement, faire une offre aux Athéniens, afin que ces derniers acceptent de faire la paix, une paix séparée des Grecs du Péloponnèse, pour se rallier au camp des Perses, et en échange de quoi les Athéniens obtiendraient la régence de la satrapie grecque nouvellement intégrée à l'Empire perse. De plus, leur ville serait intégralement reconstruite aux frais des Achéménides. Cette proposition, qui peut sembler naïve, puisqu'on sait très bien que les Athéniens ne pouvaient que la refuser, eux qui avaient tant vanté les vertus de la liberté, avait en réalité un second objectif, celui de mettre en porte-à-faux les Spartiates. Ces derniers, présents évidemment à Athènes et qui écouteraient cette ambassade, entendraient cela, se méfieraient à présent des Athéniens, auraient peur que ces derniers acceptent, puisqu'ils auraient des raisons d'accepter, et du coup, les abandonneraient avec leur flotte. Cela avait comme objectif de pousser les Spartiates à sortir de leur isolationnisme, à venir affronter les Perses le plus rapidement en Béotie. Enfin, cela allait donner du grain à moudre aux partisans conservateurs de la cité d'Athènes qui souhaitaient une bataille engagée d'hoplites dans les plaines de l'Attique ou de la Béotie. Mardonios, que les Athéniens acceptent ou refusent, était dans tous les cas gagnant. Et tandis que les Perses faisaient leurs propositions, les émissaires spartiates, qui n'étaient pas nés de la dernière pluie et qui étaient eux aussi d'habiles politiciens, comprirent bien ce qui était en train de se tramer. Au moment où ils eurent fini de parler, les Spartiates commencèrent à faire un discours, ce qui est rare dans l'histoire spartiate, à l'assemblée athénienne. Et ils expliquèrent que finalement, la guerre était du fait des Athéniens. C'est eux qui avaient pillé Sardes et déclenché les combats avec l'immense empire achéménide. Sparte avait rejoint le camp des Grecs, évidemment, pour son devoir et son honneur, mais en aucun cas n'avait commis la première offense. Or, si les Athéniens arrêtaient les combats et acceptaient cette offre, ils allaient se couvrir de honte, d'autant plus que c'était eux les responsables de cet immense marasme. Par contre, les Spartiates proposaient gentiment d'accueillir les familles athéniennes qui subiraient évidemment l'invasion perse de la prochaine saison et de pourvoir à tous leurs besoins. Les Athéniens étaient dans une situation délicate. Évidemment, ils rejetèrent l'offre des Perses. Cependant, ils firent savoir aux Spartiates que, ce faisant,
ils s'exposaient à une invasion de l'Attique, qu'ils allaient à nouveau tout perdre, mais qu'ils refusaient la charité des Spartiates. Leur honneur et leur richesse, ils le reconquéreraient à la force de leur lance. Et si les Spartiates ne venaient pas les aider, ils devraient trouver un autre moyen pour aller vivre ailleurs et installer une nouvelle cité, peut-être en Grande Grèce. Finalement, et face à cette impasse diplomatique, Mardonios se résolut à marcher sur l'Attique. Les combats sur mer n'avaient eu aucun effet. Les Perses, malgré des renforts, n'avaient pu lancer de nouvelles opérations et la grande flotte phénicienne était stationnée en Ionie pour stabiliser la situation politique dans cette région. La flotte grecque, quant à elle, n'osait pas l'attaquer pour l'instant car elle n'était pas confiante dans une seconde bataille, cette fois-ci en haute mer et sur un terrain qu'elle n'avait pas choisi. Ainsi, la situation ne pouvait être réglée que sur terre. Mardonios envahit l'Attique, rasa à nouveau la ville d'Athènes et fit de nouveau des propositions aux Athéniens. Immédiatement, les Athéniens, réfugiés sur Salamine, qui avaient dû à nouveau déménager, à nouveau fuir leur propre territoire, comble du déshonneur pour eux qui avaient vaincu à la saison précédente sur mer, envoyèrent une ambassade à Sparte. Ils savaient très bien que la Ligue hellénique qui était rassemblée à Corinthe ne suivrait pas les Athéniens sans l'aval des Spartiates. C'est pourquoi, arrivés à Sparte, ils demandèrent à nouveau l'aide des Spartiates. Mais ces derniers étaient en pleine Hyacinthe. Ce sont les fêtes religieuses les plus importantes de la cité, qu'ils avaient d'ailleurs retardées 10 ans auparavant pour participer à la bataille de Marathon. Les Spartiates rejetèrent l'ambassade, les Athéniens étaient arrivés à nouveau au mauvais moment. Scandalisés d'apprendre la nouvelle, les Athéniens décidèrent d'envoyer leur chef, Aristide, en personne, en ambassade à Sparte, pour les menacer de quitter le camp des Grecs si ces derniers ne se bougeaient pas rapidement d'envoyer des forces pour sauver l'Attique. Et lorsque Aristide marcha en direction de Sparte, quelle fut sa surprise quand il vit une armée immense se rassembler, 5000 hoplites spartiates. Et derrière eux, 35 000 ilotes les suivaient, menés par le régent de la cité, Pausanias, âgé seulement de 20 ans, qui, au nom du fils de Léonidas, allait vaincre les Perses. Cela fut une grande surprise et ce revirement n'a pas lassé de surprendre certains historiens, et notamment Hérodote. Pourtant, on peut y voir une réflexion plutôt sage de la part des Spartiates. Contrairement à ce que l'on peut penser, les Spartiates sont d'habiles politiciens et ils avaient très bien mesuré les risques que leur isolationnisme risquait de leur faire encourir. Car ils savaient que, d'abord, Athènes ne rejoindrait pas le camp des Perses, mais que les Perses, avec le temps, finiraient par se reconstituer une flotte et donc attaquer la Grèce à nouveau par voie de mer et potentiellement contournerait l'isthme de Corinthe, à présent fortifié. Sans l'aide des Athéniens, qui suite à des années et des années de refus, ne refuseraient forcément de se battre dans le camp des Grecs, les Spartiates savaient que finalement, l'isthme serait contourné et leur belle vallée de la Célémone finirait par être envahie. Or Sparte n'avait pas de rempart. Il valait donc mieux mener la guerre en dehors de son propre territoire au moment où l'ennemi était clairement identifié et où on savait où il était. Car à présent, les effectifs des Perses étaient approximativement connus dans le camp des Grecs. Les Spartiates jugèrent qu'il était possible de les vaincre et surtout, ils dépêchèrent une grande force d'hoplites, la moitié des hoplites de la cité et plus de 35 000 ilotes. Ce chiffre énorme peut surprendre, mais en réalité, il a une raison. Les Spartiates craignaient qu'en leur absence, leurs esclaves, ou du moins leurs serfs, si je puis dire, risquaient de se soulever. Pour éviter cela, il valait mieux les amener avec eux dans une guerre contre les Perses. S'ils perdaient la bataille, la plupart des ilotes mourraient dans les combats, et donc ce serait un gain pour la cité de Sparte, et la ville ne tomberait pas, car l'isthme de Corinthe était toujours fortifié. Et si à l'inverse, ils gagnaient, la puissance des Spartiates serait prouvée au monde grec dans son intégralité. Et ils ne pourraient pas laisser Athènes se targuer d'avoir été la seule à vaincre les Perses et à faire de grands sacrifices. Finalement, c'est une simple évaluation des gains et des pertes potentielles à une expédition militaire. Les Spartiates jugèrent que les gains étaient plus favorables pour eux que les risques et envoyèrent leur armée. Ce retournement de situation surprit en premier lieu les Athéniens, qui les accusèrent même de préférer prendre
par surprise leurs propres alliés que leurs ennemis. Mais le fait était là, l'armée de Sparte marchait en direction de l'Attique. Mardonios avait réussi son coup, les Grecs sortiraient de leur trou et ils pourraient les affronter en Béotie. Pourquoi en Béotie alors qu'il est en Attique? Eh bien tout simplement parce que la marche rapide de l'infanterie spartiate, qui a surpris tout le monde, les Grecs comme les Perses, arrivait en plein milieu de l'été et commençait à venir s'installer au niveau de l'Attique. Mardonios, qui savait l'Attique bien trop rocailleuse, bien trop escarpée pour déployer ses forces, avait peur d'un nouveau Thermopyle. Il décida de se replier prudemment, après avoir définitivement rasé l'Attique, au nord du fleuve Asopos, au niveau de la Béotie, au nord du massif du Cithéron. Dans cette position forte, il commença à fortifier son camp, installé sur plus de 12 km de long, et avec un fort à l'ouest de sa position, faisant plus de 3,6 km². Derrière son baraquement, il pourrait observer les manœuvres des Grecs. De leur côté, les Spartiates, qui étaient arrivés avec 5000 hoplites et 35 000 ilotes, avaient reçu des renforts, notamment 5000 périèques lacédémoniens et 5000 valets d'armes de ces derniers. Ainsi, en moins de quelques jours, Sparte avait levé plus de 50 000 hommes prêts au combat. Cependant, il ne faut pas croire que tous participèrent à la bataille de Platée. En effet, la première action que firent les Spartiates, c'est rassembler les forces à l'isthme de Corinthe, les forces alliées, les hoplites athéniens, mégaréens, d'Égine, de Corinthe et bien d'autres, je les citerai tout à l'heure, et de marcher en direction des forces de Mardonios. Immédiatement, il comprit qu'il ne recevrait pas d'approvisionnement depuis l'Attique qui avait été ravagée. Il fallait donc assurer ces lignes de chariots qui amenaient la nourriture à l'armée grecque. Il s'installa sur les massifs nord du Cithéron. Ainsi, il dominait toute la plaine de la Béotie et pouvait surveiller l'ennemi qui était installé au nord du fleuve Asopos. Au milieu, la ville de Platée était installée. Pausanias eut l'habilité de disposer toute son infanterie légère, ses 35 000 ilotes, dans les différents cols des montagnes afin de tenir ces dernières et sécuriser ces lignes d'approvisionnement. En effet, l'Attique manquant de nourriture, des convois de chariots arrivaient directement du Péloponnèse pour nourrir toute son armée. Il en était donc dépendant, il confiait du coup une tâche d'importance stratégique aux ilotes, tout en leur refusant la gloire de participer au gros des combats, comme le feraient les hoplites spartiates, et du coup d'en récolter les lauriers. Mais les différents alliés se méfiaient les uns des autres. Les Athéniens, les Mégaréens, les Éginettes considéraient que les Spartiates peut-être refuseraient d'engager le combat dans la plaine et resteraient prudemment sur les massifs nord du Cithéron. Or, ils voulaient que le combat soit engagé rapidement. A l'inverse, les Spartiates craignaient que leurs propres alliés les abandonnent en plein cœur des combats. Eux-mêmes étaient des combattants aguerris qui tournaient toute leur vie en direction de la guerre, mais ils ne savaient pas s'ils pouvaient faire confiance sur un champ de bataille à des alliés qu'ils méprisaient dans le fond. Alors, on décida de faire un serment. Et ce serment, dit serment de Platée, nous a été rapporté par différentes personnes. Je vais vous lire celui qui est affiché au niveau d'un temple d'Arès et d'Athéna, puisque un prêtre du nom de Dion, fils de Dion, un arcanien, c'est un dème d'Athènes, a rapporté ce serment. Je vous le lis à présent. Je combattrai jusqu'à la mort, et je n'estimerai pas ma vie plus précieuse que la liberté. Je n'abandonnerai pas mon officier, commandant de mon régiment ou de ma compagnie, qu'il soit vivant ou mort. Je ne reculerai pas, sauf si mes supérieurs me ramènent en arrière. Je ferai tout ce que les stratèges ordonnent. J'ensevelirai les corps de ceux qui ont combattu avec moi comme alliés sur le terrain, et je ne laisserai aucun d'eux sans sépulture. Alors la suite du serment est un peu longue, mais en gros elle évoque la future imposition de ceux qui ont trahi la cause grecque et se sont ralliés au camp des Perses. Ils promettent une éternelle paix désirée entre chaque cité s'étant rassemblée dans ce moment fort de l'histoire hellénique. Et enfin, ils maudissent et punissent à tous les châtiments ceux qui rompraient leur serment. Ce serment, eh bien, il nous prouve une chose, c'est que dans le camp des Grecs, l'heure n'est pas à la confiance. Mardonios était dans une situation délicate. Les Grecs s'étaient fortifiés
dans les massifs du Cithéron, un lieu quasiment impraticable pour ces cavaliers, et surtout, ils attendaient leur renfort. Pausanias, arrivé avec 5000 hoplites spartiates et 35 000 ilotes, avait déjà reçu le renfort de 5000 Périèques lacédémoniens et de leurs 5000 valets d'armes. En plus de cela, 8000 Athéniens avaient débarqué et des milliers de Corinthiens, de Mégaréens, d'Éginetes, de Tégéates arrivaient en renfort de l'armée grecque. Plus il attendait, plus cette dernière serait puissante. Mais il ne pouvait pas se risquer dans une attaque de grande ampleur sur les positions hautes fortifiées des Grecs. C'est pourquoi il dépêcha dans une mission très périlleuse le commandant de sa cavalerie, l'homme le plus estimé après lui dans le camp des Perses, un géant du nom de Macystos. Ce dernier, avec l'élite de la cavalerie perse, devait attaquer les Grecs dans leurs points faibles. S'il n'arrivait pas à les surprendre, il devrait les harceler pour les pousser à descendre des hauteurs et ainsi s'exposer à l'armée perse. Macystos, ainsi, au premier matin des combats, on estime cela au milieu du mois d'août dans votre langue, eh bien, attaqua le camp des Grecs. Mais ces derniers étaient bien fortifiés et aucun cavalier ne pouvait se risquer à charger une phalange hoplitique. C'est pourquoi Macystos passa au plan 2 de sa tactique et attaqua à distance les Grecs. Ils les harcelèrent si bien qu'ils leur infligèrent de grands dommages, surtout aux troupes de Mégare qui apparemment étaient dans une position un peu plus faible sur la ligne de bataille et subissaient heure après heure des morts, si bien que les Mégaréens appelèrent à l'aide leur commandant Pausanias et lui dirent que s'ils ne recevaient pas de renfort, ils allaient se retirer des combats. Pausanias, dans un élan de lucidité, au lieu de dépêcher des hoplites qui n'auraient pu de toute manière contre-attaquer face à des cavaliers perses aguerris à la guerre de harcèlement, dépêcha 300 archers d'élite athéniens. Ces 300 archers d'élite sont particuliers. Ce sont en réalité des archers de marine débarqués depuis que la flotte grecque n'est plus utile dans les combats. Et ces archers, eh bien, seule Athènes en avait, car cette dernière avait développé une tactique de guerre importante sur mer. Et sur mer, il est important d'avoir des archers pour abattre eh bien, les archers adverses et surtout les rameurs et les marins des navires ennemis. C'est pourquoi ces 300 archers athéniens furent dépêchés en renfort des Mégaréens pour contre-attaquer de loin les cavaliers perses. Et cette technique marcha à merveille. Macystos, voyant des archers se déplacer vers les troupes de Mégare, décida seul de les charger avec quelques compagnons. Mais immédiatement, les archers athéniens décidèrent d'abattre sa monture. Tombé à terre, Macystos eut du mal à se relever et immédiatement, les Athéniens se ruèrent sur lui et finirent par le tuer. Abattus, très rapidement, les cavaliers perses vinrent au secours de leur commandant et voulurent récupérer son corps. Mais si au début des combats, les archers athéniens commençaient à subir cet assaut, rapidement, les hoplites proches vinrent en leur secours, infligèrent de graves pertes aux cavaliers perses et ces derniers durent repartir sans leur commandant et durent se présenter devant Mardonios défaits. L'affront était immense, les Perses venaient de perdre le premier engagement, les Grecs exaltés de joie et quant aux Perses, de tristesse, ils se coupèrent tous leurs cheveux et rasèrent les crinières de leurs chevaux. On dit que leurs lamentations firent trembler la baie aussi. Pausanias, à présent confiant dans la force de ses troupes, décida de descendre des hauteurs du Cithéron et de se rapprocher de la ligne de bataille perse. Ainsi, il abandonnait sa position très haute, très fortifiée, pour des collines, certes toujours favorables au camp des Grecs, mais en contrebas, beaucoup moins proches des cols du Cithéron, donc plus loin des lignes d'approvisionnement, et qui ne disposaient que d'une grande source d'eau, celle du Gargaphia, où d'ailleurs les Spartiates s'installèrent. Cette ligne de bataille, face au fleuve Asopos, avait tout pour plaire à Mardonios. Par le prix du sacrifice de son commandant et d'une première défaite des Perses, Mardonios avait finalement réussi à faire descendre les Grecs dans la plaine. Est-ce que c'est Mardonios qui avait réussi son plan ou Pausanias qui à présent était descendu pour un petit peu s'exposer et pousser les Perses à l'erreur? Car en effet, à présent, une longue attente allait s'installer entre les Grecs et les Perses. Aucun ne voulait aller affronter son adversaire sur son champ de bataille. Les Perses, de leur côté, ne voulaient pas traverser le fleuve Asopos et attaquer les Grecs
sur des hauteurs des petites collines. De leur côté, les Grecs ne souhaitaient pas s'engager dans la plaine et risquer une attaque le long du fleuve Asopos par la cavalerie perse. Un duel de patience et psychologique s'installa.